Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette conférence consacrée au télétravail, plus particulièrement à son impact sur l'emploi. Comme vous le voyez, il y a 4 intervenants sur scène. Leur nom, je vais vous le donner. On commence par monsieur, puisque vous êtes minoritaire, très minoritaire sur scène. C'était Antonin Bergeaud de la Banque de France, économiste. Valérie, à votre gauche, Valérie Decaux, vous êtes directrice générale adjointe de la Poste et en particulier, vous êtes aussi directrice des ressources humaines du groupe. Plus à votre gauche encore, Suzanne Rousseau, qui vous êtes directrice transformation auprès du groupe Orange et vous occupez plutôt d'immobilier, mais on va en reparler plus particulièrement. Et à ma gauche, à moi, donc, Audrey Richard, qui a une double casquette, à la fois DRH du groupe Up. Up, on le rappelle, ce sont des titres restaurants. Et également, vous êtes directrice de l'association des DRH de France. Et nous avons un 5e intervenant que je ne vois pas. Ah oui, bonjour. Voilà, depuis le sud de la France, on va l'entendre, de toute façon il sera trahi par son accent. Jean Viard, qui est donc directeur de recherche au CNRS et grand spécialiste de ces sujets-là. On va peut-être démarrer avant tout avec avec Antonin, pardon, pour faire un petit point, avant de rentrer dans le détail et parler des impacts du télétravail, un peu mesurer ce phénomène-là, faire une photo de la situation actuelle. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si les slides... Ok, super. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, on m'a demandé d'abord de faire un petit point du niveau du télétravail aujourd'hui en 2021. Donc, la DARES publie chaque mois en fait, des chiffres assez précis sur l'utilisation du télétravail dans les entreprises. Donc, les derniers chiffres, d'ailleurs, ont été publiés aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment tout frais. Aujourd'hui, donc, on a 22% des employés qui sont en télétravail au moins une journée par semaine en France. Et si vous regardez un petit peu l'évolution qui est tracée ici, là, à gauche des slides, en fait, on est sur un niveau qui est un petit peu plus bas, évidemment, que pendant le cœur de la crise, mais qui reste assez élevé, et surtout qui a l'air de se stabiliser un petit peu à un niveau qui est bien supérieur à ce qui existait avant 2020, où, en fait, très peu de personnes télétravaillaient, donc il y a des chiffres qui diffèrent suivant la définition qu'on prend. Le chiffre qui est un peu le plus utilisé, c'est on parlait de 3% d'employés en télétravail. Donc on est passé de 3% à un peu plus de 20% aujourd'hui. Donc... Oui, je vous en prie. Voilà, donc après, évidemment, au vu de ces chiffres, comme on n'est pas encore peut-être retourné à une situation normale, on peut se demander si on va revenir à la situation précédente, et c'est assez vraisemblable que non, évidemment. Donc il y a plusieurs façons de le voir. Vous avez sur la droite ici une enquête qui a été faite par l'OCDE auprès d'employeurs et d'employés dans plusieurs pays. Et en fait, une énorme majorité d'entre eux considèrent qu'ils vont changer leurs habitudes concernant le télétravail par rapport à avant l'épidémie. Et donc, en fait, essentiellement d'ailleurs, pour les employés, le plébiscite, plébiscite du coup le télétravail. Plutôt envie d'avoir cette flexibilité sur l'organisation de leur lieu de travail. Et sur le graphique de gauche, c'est une mesure qui est un petit peu nouvelle. En fait, l'épidémie a aussi permis de créer tout un nombre d'indicateurs qui n'existaient pas avant. Et donc, Google et Apple publient, grâce aux géolocalisations des téléphones, en fait, on peut savoir où sont les gens et s'ils sont sur leur lieu de travail ou chez eux. Et vous voyez ici, par rapport à un point référence avant la crise, donc bon, chaque couleur correspond à un pays, mais à la limite, peu importe, parce que c'est à peu près similaire partout. Vous voyez qu'aujourd'hui, on n'est pas revenu évidemment au point initial, on est plutôt, je crois que c'est 10% en dessous, 20%, enfin entre 20 et 10% en dessous, en termes de fréquentation des lieux de travail de ce qu'on avait avant le Covid. Merci. Donc, si je comprends bien, oui, d'après les données que vous avez pu, on va dire, consulter sur Google, ou en tout cas les remontées des données Google, vous constatez un peu ce qu'on ressent tous, cette présence plutôt des travailleurs à leur domicile ou ailleurs, à leur nouveau domicile, mais on va y revenir. J'interpelle Jean Viard, que je ne vois plus sur l'écran.
pour lui demander, on en a un peu parlé au téléphone, selon vous, Jean Viard, en fait, on est face à un nouveau phénomène un peu finalement qui fait suite à ce qu'on a déjà vécu avec les 35 heures, une nouvelle relation au travail où finalement le mode de vie prime sur le lieu de production. Oui, ce que je disais, si vous voulez, c'est qu'on est en milieu d'un processus de bouleversement social. Il n'est pas terminé. Hein. La pandémie n'est pas terminée. Les entreprises commencent à réfléchir. Il y en a qui n'ont pas fait de télétravail pendant la crise, qui en feront peut-être un jour par semaine, etc. Donc, il faut faire attention avec les chiffres. C'est très intéressant ce qui vient d'être donné. On voit que c'est un phénomène important, mais je pense que c'est le début d'un processus. Il y a une rupture dans la culture présentielle du salarié. Et cette rupture, elle est... On a tous pris conscience, on a été obligés, mais maintenant on en voit les avantages, il y aura aussi des inconvénients. Voilà, je crois qu'on est dans ce mouvement. La deuxième chose, si vous voulez, c'est que je crois que quand on avait fait les 35 heures, c'était la CFDT au début qui avait fait ça, l'idée c'était si monsieur et madame travaillent, qui s'occupe des enfants, pour reprendre une formule classique. Au fond, l'idée c'est si on a un temps souple dans la semaine, ben, on peut s'occuper des gamins, les amener au dentiste, aller au foot avec eux, etc. Et au fond, c'était deux plein temps, mais souple, ça permet une place nouvelle pour l'enfant. C'est ça l'idée. Et au fond, quelque part, on est en train de refaire ça. Est-ce que des gens vont déménager? Est-ce que la question du lien domicile-travail va devenir centrale pour tout le monde? Moi, je pense que c'est pour tout le monde, en fait, pas que pour les télétravailleurs. Est-ce que les gens du care et du service, on va leur donner priorité dans le logement social à côté de là où ils habitent? Voilà, il y a toute cette réflexion, au fond, sur l'art de vivre, qui reprend la main, si on peut dire, sur le revenu, pour le dire comme ça. Alors bon, ça dépend des milieux, mais quand même, c'est ça, à mon avis, l'idée de fond. Merci. Je m'adresse maintenant à vous trois, mesdames, qui travaillez au sein d'entreprises, et on va partir peut-être de ma gauche avec vous, Audrey. Vous, quelles sont les remontées à la fois dans votre entreprise, mais aussi de vos confrères des RH sur ce sujet du télétravail? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train encore de gérer ce sujet-là ou on est rentré dans une nouvelle phase? Voilà, c'est le télétravail est un nouveau mode qui est intégré à votre organisation, à vos organisations. Alors, déjà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, un point de précision, Béatrice, avant de répondre à votre question. Au niveau de l'ANDRH, donc c'est l'Association nationale des DRH, je le précise pour ceux qui peut-être ne connaissent pas. Donc, dans cette association, en France, nous sommes un peu plus de 5000 membres qui sont des DRH, des RRH, toutes fonctions RH. Et on a récemment fait un calcul pour voir combien on représentait de la population active. Et à nous tous, nous représentons un peu plus de 11 millions de salariés sur l'ensemble du territoire, puisque ces membres de la NDRH sont répartis sur 70 groupes locaux. Donc on maille tout le territoire. Donc ce que je vais pouvoir exprimer et échanger et ce qu'on va pouvoir débattre ensemble émane de ces remontées de la fonction RH, puisque on questionne régulièrement nos DRH sous la forme d'enquêtes d'une part, et puis on a des échanges très réguliers, et d'autre part avec l'éclairage en tant que DRH, donc du groupe UP. Donc vous l'avez signalé, ce sont les anciens chèques déjeuner, mais nous sommes présents dans 28 pays et avec des solutions autour du déjeuner, autour du sport en Serbie, autour des plateformes d'innovation participative. Donc on a bien évolué depuis toutes ces années. Voilà. Alors sur le télétravail, ce qu'on voit, déjà pour répondre à la question, est-ce que c'est une préoccupation tout de suite maintenant ? Je dirais que ça a été une préoccupation majeure et on verra après, puisque l'impact sur l'emploi dans sa globalité, on pourra en parler après. Mais aujourd'hui, tout de suite maintenant, les DRH sont focalisés sur la reprise économique, la reprise dans nos entreprises. Et le télétravail, vous l'avez indiqué, le travail aujourd'hui, c'est du travail hybride. On pourra y revenir tout à l'heure, mais c'est du travail hybride. C'est-à-dire qu'une entreprise qui, aujourd'hui, ne proposerait pas cette flexibilité, elle prendrait le risque de perdre des salariés et perdre des candidats, et donc de perdre ses avantages, son avantage concurrentiel potentiellement.
Voilà. Donc aujourd'hui, les DRH sont focalisés sur la reprise, sur le maintien dans l'emploi, sur la pénurie de main-d'œuvre. Le retour sur site, bien évidemment, avec la recherche du lien collectif, ça on en reparlera. Mais aujourd'hui, tout de suite maintenant, on est plus sur comment on fait fonctionner notre entreprise. On n'arrive pas à trouver nos compétences et les réformes de l'État arrivent, comment on les met en œuvre. Voilà, sachant que le télétravail, on en a parlé pendant 1 an et demi. Voilà, donc c'est intéressant de prendre ce recul maintenant. Mais en tout cas, les problématiques aujourd'hui, c'est davantage ça. D'accord. Valérie Decaux, vous êtes la directrice RH du groupe La Poste, avec différents métiers finalement qui sont représentés, des métiers de siège, de bureau, mais aussi les postiers, ceux qu'on croise tous les jours. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment finalement la crise vous a conduit à basculer dans un modèle de télétravail, un modèle peut-être hybride comme on vient de le dire? Quels sont les sujets aujourd'hui pour vous les plus importants? Peut-être c'est éviter une nouvelle lutte des classes, j'aime pas l'expression, mais ces tensions possibles entre l'école blanche et l'école bleue. Effectivement, c'est une préoccupation du groupe La Poste et je pense plus largement des entreprises de main-d'œuvre. Alors d'abord, il faut se remémorer, hein, si on fait un flashback, le 16 ou le 17 mars, où, en tout cas pour La Poste, en 48 heures, on a réussi à mettre 40 000 télétravailleurs chez eux, voilà, alors que évidemment tout cela n'était pas prévu. Donc tout ça s'est fait très vite, s'en est suivi la livraison à domicile des postes de travail parce que tous n'étaient pas équipés d'ordinateurs portables, etc. Bon, et puis au fond, les entreprises ont su s'adapter, ont démontré que des fonctions qui n'étaient a priori et par le passé pas éligibles au télétravail, je parle des fonctions paye, des fonctions comptables, bah, finalement, alors qu'on nous avait expliqué pendant plusieurs années avant que pour des questions de sécurité informatique notamment ou de documents ce n'était pas possible, bah, on a tous réussi à le faire. Donc évidemment, ça a fait bouger les lignes. Aujourd'hui, on vient, comme vous le disiez, plus sur du travail hybride. Les personnes sont revenues physiquement au travail. On a réussi, entre guillemets, à les faire revenir. La Poste disposait d'un accord de télétravail depuis 2013, donc ce n'était pas une nouveauté, mais pas du tout dans les mêmes proportions. Comme dans beaucoup d'entreprises, le télétravail était déjà en place en gros depuis 2008-2010, un peu largement, mais était quand même réservé à quelques happy few. Hein, c'était les fonctions support et d'un certain niveau. Les choses, avec la crise sanitaire, ont véritablement changé. Évidemment, le public éligible au télétravail est beaucoup plus large aujourd'hui, ce qui est plutôt bien, avec effectivement une certaine mesure. En tout cas, à La Poste, on a choisi d'être sur 2 jours maximum de télétravail parce qu'il y a besoin de maintenir un collectif de travail. Et puis la question qu'on peut se poser dans les entreprises de main-d'œuvre, c'est effectivement comment ne pas, au travers de ces nouvelles modalités de travail, générer finalement une fracture, entre guillemets, supplémentaire entre ceux dont les métiers ne sont pas télétravaillables. Tous les métiers, bien sûr, à La Poste, les facteurs, les chargés de clientèle en bureau, toutes ces personnes indispensables à l'activité du pays n'ont pas et ne télétravailleront jamais, à l'instar des hôtesses de caisse, à l'instar de tous les métiers du CARE. Et comment garder un collectif de travail, une unité finalement, alors qu'aujourd'hui, des milliers, des dizaines de milliers de télétravailleurs sont en place dans ces mêmes entreprises, avec des indemnités pour compenser des frais de chauffage, d'électricité, que sais-je, avec parfois, Audrey, des titres restaurants, puisque, voilà, donc c'est à la fois très bien et en même temps, ceux qui sont, eux, sur le terrain, ils n'ont pas forcément les mêmes titres restaurants. Donc comment, au fond,
dans tout cela, on peut maintenir une unité, un collectif, conserver des objectifs communs. Et la question, elle se pose pleinement. Là, si on fait juste un petit point, avant la crise, combien de vos salariés pouvaient télétravailler? Combien aujourd'hui sont en mesure répondre au nouvel accord d'entreprise? Avant la crise, dans les faits, les personnes qui avaient un avenant au contrat de travail pour télétravailler, c'était en gros 5-6 000 personnes. Rappelez-nous le nombre de salariés de territoire français, 180 000. Donc peu, très peu. Aujourd'hui, et hier, on a signé un avenant à l'accord existant qui va permettre l'élargissement jusqu'à près de 35 000 travailleurs, télétravailleurs. Donc on voit bien qu'on n'est plus dans les mêmes proportions et que la question, elle ne se pose plus de la même façon. D'où, moi, ma préoccupation. Je n'ai pas la réponse. Je suis preneuse, d'ailleurs, des remarques de mes collègues. Mais comment, au fond, voilà, on garde cette unité de travail, cet esprit d'entreprise, ce collectif, avec voilà, des réalités de travail qui ont certes toujours été différentes, mais qui le sont plus encore, ou en tout cas perçues peut-être par ceux du terrain comme finalement les gens du siège, ils ont un avantage supplémentaire, peuvent travailler de chez eux ou d'un site postal 2 jours la semaine, il y a moins de fatigue, enfin il y a plein d'avantages. Et en même temps, on est tenu, et ça a un intérêt pour l'entreprise et pour ces salariés-là, comme le disait Audrey, parce qu'en termes d'attractivité, c'est un incontournable, parce que je me dis, on ne va pas sacrifier, entre guillemets, les supports au motif que le facteur ne peut pas télétravailler, ça n'aurait pas de sens. Mais pour autant, comment est-ce qu'on maintient de l'équilibre perçu par ces différents métiers, sachant que les métiers les plus utiles, ceux qui font vivre au quotidien la Poste, c'est plutôt les facteurs et les chargés de clientèle que les fonctions support. Donc c'est un vrai sujet. Suzanne Rousseau, vous, ce sujet-là, vous l'abordez par la question immobilière. Pendant, à l'issue de la crise, Orange inaugure son nouveau siège mondial à Issy-les-Moulineaux, après l'avoir fait construire et en être même, me semble-t-il, propriétaire. Ici, à Lyon, vous avez également inauguré un campus qui doit accueillir ou qui accueille déjà 4000 salariés. Vous avez dû revoir quand même les plans, ou comment vous comptez surtout remplir ces bureaux? Parce qu'il semble-t-il y a des gens qui continuent à télétravailler, pas que 2 jours, mais beaucoup plus. Alors, effectivement, chez Orange, on va dire historiquement, il y avait déjà une politique de télétravail assez avancée avant la pandémie, puisqu'on avait à peu près 20% des salariés qui déjà bénéficiaient de contrats de télétravail. Et on avait déjà historiquement un accord d'entreprise relativement souple qui permettait de faire jusqu'à 12 jours de télétravail par mois. Toutefois, je dirais, la grande évolution liée à la pandémie, c'est plutôt une évolution culturelle et managériale, où on a, je dirais, fait en une année peut-être une évolution des mentalités de plus d'une dizaine d'années, tout simplement parce qu'il y a une évolution très très forte de la perception de ce que peut apporter le télétravail. Puisqu'effectivement, comme beaucoup d'entreprises au moment de la pandémie, on a mis la majorité de nos salariés en télétravail, et donc 90% de l'entreprise a basculé en télétravail très rapidement. Et on a complètement démontré qu'on pouvait faire tourner l'ensemble du système avec des fonctions à distance. Et à l'instar d'autres entreprises, y compris on va dire des fonctions où on ne pensait pas qu'à l'origine c'était faisable. Et donc actuellement, finalement, on est en train de retravailler sur notre accord. Et effectivement, comme le disait ma collègue Valérie, le grand enjeu, c'est ce lien social entre les personnes. Et du coup, effectivement, l'immobilier est une valeur importante. Le bureau lui-même est une valeur importante au sein de l'entreprise pour créer ce lien collectif et pour maintenir un lien collectif. Et actuellement, malgré tous les bénéfices du télétravail, on voit bien que nos salariés, lorsqu'ils ont le choix, ils ont aussi la volonté de revenir pour retrouver une ambiance entre des collègues, retrouver ce fameux collectif.
Et donc aujourd'hui, c'est plutôt la fonction managériale qui doit évoluer pour son accompagnement et qui se mette en capacité de gérer le collectif et donc avoir à sa disposition un outil qui est le bureau et qui du coup nécessite aussi peut-être des aménagements spécifiques. En ce sens, le télétravail, il y a effectivement le télétravail à domicile, mais aussi on réfléchit beaucoup, nous, au sein d'Orange, au télétravail sur d'autres sites du groupe. C'est-à-dire que créer un système de réseau où le salarié il va avoir son équipe de rattachement, où il a son lien collectif avec son équipe 2 fois, 3 fois par semaine. Et les 2 autres 3 jours, il peut être à distance, chez lui, mais aussi sur un autre site du groupe. Et comme ça, en fait, avoir un système où il crée un collectif avec d'autres télétravailleurs à distance. Et l'idée, c'est qu'effectivement, l'immobilier accompagne tout ça. Et pour répondre à votre question, effectivement, on a eu une politique pendant plusieurs années là, de créer dans la plupart de villes en France des grands campus qui sont finalement les sites fer de lance d'une région. Et sur Lyon, effectivement, on a un magnifique site près de Pardieu qui s'appelle La Cassagne, Orange Lumière, qui est assez visible, orange avec des pyramides. Et effectivement, nos 3000 salariés sur site, eh bien, actuellement, avec la pandémie, et suite à la pandémie, on s'attend d'ici la fin de l'année à peu près à avoir 60% des salariés avec des contrats de télétravail. Et donc, managérialement, on est vraiment dans un nouveau dispositif où ce fonctionnement hybride, moitié digital, moitié physique, devient la norme. Avec effectivement tout un accompagnement pour que le bureau reste un élément central de lien social. Et c'est en ce sens qu'on travaille aussi les aménagements pour accompagner l'environnement de travail, l'espace de travail doit rester un levier pour justement donner envie aux salariés de venir sur un site pour y retrouver des collègues et faire finalement quelque chose qu'il ne fait pas seul chez lui ou seul ailleurs sur un autre site déporté. Et du coup, ça devient vraiment un levier voilà, à la fois de reconnaissance qui permet de fédérer. Et c'est un enjeu important. Alors donc du coup, on accompagne pas mal de gérer nos opérationnels, nos différents métiers pour que nos locaux reflètent en fait cette image de marque et soient plus proches de cette envie qu'on peut donner aux salariés, je veux dire, de venir créer ce collectif et ce lien. Audrey, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être ? Oh. En fait, c'est vraiment pour compléter et peut-être pour donner le sentiment de la fonction RH, en tout cas en France et également aussi en Europe, parce qu'on échange régulièrement avec nos collègues européens. Quand la question, c'est comment le télétravail change l'emploi, nous, ce qu'on se dit, c'est que c'est une révolution dans l'emploi, ou en tout cas pour l'emploi, pour le monde du travail aujourd'hui. On pourrait le comprendre en quatre étapes. L'organisation du travail, c'est la première étape, on l'a évoqué tous les quatre sur aujourd'hui et demain, c'est l'hybride qui fait foi, il n'y a plus trop de questions à se poser. Et si une entreprise essaye de revenir comme avant, juste ça ne marchera pas. La deuxième brique, c'est en effet les environnements de travail, le lieu de travail, et on a été beaucoup de DRH à travailler sur des projets de fermeture de sites, à fermer des sites, plutôt des petits sites au profit d'espaces de coworking. Et donc, en effet, je vous rejoins totalement, c'est-à-dire que le lieu de travail, on ne va pas revenir au travail pour travailler seul dans son coin, ça c'est terminé aussi. Et donc, les entreprises, les managers, les DRH doivent repenser le lieu avec un esprit de collaboration, comment je fais pour faire travailler les personnes sous mode projet, etc. Et donc, c'est un impact énorme. Voilà, vous l'avez souligné. Donc ça, c'est la deuxième brique sur le lieu de travail. Après, ce qu'on a vu vraiment, c'est la révolution aussi sur les managers. Donc pendant la crise, on a beaucoup formé, il y avait des dispositifs d'État qu'on a utilisés et ça nous a vraiment aidé pour former les managers sur comment je manage une équipe à distance, comment je manage une équipe qui est sur site parce que j'ai un atelier de production, certains à distance, d'autres au bureau. C'est très compliqué et voilà, c'est un management différent. Et aujourd'hui, le management, parce que les salariés n'ont pas eu leur chef sur le dos pendant 1 an et demi, et il n'est plus question de revenir sur le même management qu'avant. Et là, c'est pareil, c'est la révolution, parce que le management aujourd'hui, enfin en tout cas, on mise sur
de l'autonomie, de la confiance, de la culture du feedback. Et les managers qui essaieraient de revenir sur du management descendant, directif, c'est pareil, c'est comme le télétravail, c'est de notre point de vue, hein, c'est un point de vue, mais en tout cas, ça, c'est terminé. Et là, ils verraient potentiellement leurs salariés partir, et les candidats, c'est pareil, ils ne viendront pas. Donc ça veut dire qu'il y a ce switch-là à faire, et ça faisait, nous, en tant que DRH, ça faisait des années qu'on travaillait sur l'évolution du management, en y allant petit à petit, comme le télétravail. Et d'un seul coup, on a pris ce virage. Et dernier point, majeur, pour répondre à la question sur ça change quoi sur l'emploi, de notre point de vue de praticien, on vit un changement majeur sur le dialogue social. Le dialogue social qui, pendant la crise, a été totalement chamboulé. Les deux parties, entre guillemets, se sont totalement adaptées, ont totalement accéléré les discussions. On a fait tout en visio, on a changé le mode d'emploi, mais on a aussi changé l'atmosphère du dialogue social en entreprise pour beaucoup d'entreprises. Et les masques sont tombés des deux côtés. Du côté des partenaires sociaux, du côté de la DRH, au profit de plus d'authenticité. En tout cas, on se parle vrai, on essaie de résoudre les problématiques, etc., tant en France qu'en Europe. Et ça, c'est très important de le souligner, parce que la question maintenant, c'est, et là, pour le coup, je n'ai pas la réponse aussi tranchée que sur les 3 premières briques, mais en tout cas, nous, côté DRH, ce qu'on souhaite, c'est vraiment de rester sur cette authenticité et ce discours vrai au profit du collectif, au profit des salariés et au profit de trouver des solutions tant individuelles que collectives. Voilà, c'est ce que je souhaitais rajouter. Merci. Alors j'ai une petite tablette que je regarde, non pas que je sois impolie, mais c'est parce que j'y lis vos questions, et beaucoup de questions qui parviennent ne concernent pas que la dimension entreprise, mais vous interrogez beaucoup sur l'impact, sur l'organisation de la ville, des villes, et l'implication dans tout ça des métropoles et de l'État. Jean Viard, nous avons un peu évoqué ce sujet-là en vue de la préparation de cette table ronde. Je crois que vous êtes sollicité, vous, sur plusieurs projets pour à la fois réfléchir au retour des salariés dans des grandes zones, dans des grands bassins d'emploi. Je ne sais pas si on peut citer l'exemple qu'on avait évoqué au téléphone, et aussi revoir les lieux de vie. Alors, je ne sais pas si vous savez de quel lieu je suis en train de parler, mais vous travaillez dessus. Non, tout à fait. Moi, je suis impressionné par cette discussion. Je trouve que, notamment, travail hybride, ça me semble une idée extrêmement intéressante. Et vraiment, j'ai beaucoup appris. Donc, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, y compris la question de ceux qui ne peuvent pas faire de télétravail, ou disons, c'est un premier sujet. Après, en matière spatiale, tout ce que ça entraîne, c'est qu'il y a à peu près 2,5 millions de Français qui ont déménagé. On vit une rupture. Hein. Il y a 1 million de couples qui ont explosé, 2,5 millions de Français qui ont déménagé, à peu près 2,5 millions qui ont quitté leur boulot. Il y a un mouvement comme ça. Bon, vous l'avez dit d'ailleurs. Donc bon, il y a tout ça. Et puis, il y a des lieux, voyons, je travaille sur la défense, bon, c'est pas un secret en ce moment, effectivement, où il y a des enjeux énormes, parce qu'ils se disent, il y a des dizaines de milliers de salariés qui vont venir que 2 ou 3 jours par semaine. Donc au fond, ils vont faire, au lieu d'avoir une résidence secondaire, ils vont utiliser la ville comme lieu secondaire. Et c'est important qu'ils aillent dans les entreprises, vous l'avez dit, mais peut-être 2 ou 3 jours par semaine. À ce moment-là, ça peut permettre qu'ils habitent à Tours pour les Parisiens, ou à Orléans, ou à, je sais pas, à Mortagne-en-Perche, à Reims, à Saint-Dizier. On pourrait faire la même chose pour Marseille et Lyon. Lyon, c'est le même processus. Hein. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, c'est aussi un autre rapport au territoire, parce qu'au fond, il y a une ville qui s'étend en dehors de la ville, le long des voies de chemin de fer et du haut débit. Et dans des lieux patrimoniaux. Parce qu'on avait déjà une extension de la ville. C'était, on va dire, la ville gilet jaune pour aller très vite. C'est celle qu'on a vue il y a 2 ans. En gros, c'est les lotissements périurbains moyens. Et puis, certaines zones rurales où les gens ont pris l'habitude de monter en ville. Donc, il y a une grande extension, mais celle-là, elle est très populaire. C'est les gens du Caire, du service, les chauffeurs, tous ces gens-là, à revenus très, très modestes, qui sont à 1 heure des métropoles, on va dire, à côté d'un rond-point pour faire carte postale. Et là, on a une autre extension urbaine, parce qu'elle est à fort capital culturel. C'est souvent des gens qui connaissent le monde de la résidence secondaire et qui donc, au fond, même s'ils n'en avaient pas eux-mêmes, ils y allaient chez des copains, tout ça, et quand ils se déplacent, c'est là où ils vont. Ils vont dans des endroits à fort imaginaire, ça leur permet de dire, moi je suis allé habiter à Tours et je vois là
Loire. Donc, ils rentrent l'image du territoire dans leur identité personnelle. Donc, il y a tout ça qui est en train de se passer. Et de l'autre côté, effectivement, il y a la défense. La question, c'est on fait quoi de certaines tours ? Parce que s'il y a des gens qui viennent 2 ou 3 jours par semaine, est-ce qu'on va créer un mode d'hébergement, en ce moment on travaille là-dessus, 2 ou 3 jours par semaine, où au fond vous aurez vos affaires, et puis quand vous allez partir, quelqu'un va venir, on va enlever toutes vos affaires, on va louer le week-end, mettons, à des touristes, ou alors c'est la semaine coupée en 2, je ne sais pas, et puis vous revenez, on a remis vos affaires, vos linges sont propres, toutes vos petites affaires, vos livres, vos chemises sont repassées, etc. Et au fond des modes d'utiliser la ville d'une autre manière, et si vous voulez, il y a tous ces modes de vie qui sont en train de se télescoper. Et l'autre chose, juste une chose pour finir, mais je l'avais déjà dit au début, mais j'insiste beaucoup, ce que ça signale tout ça, c'est le désir des gens de vie locale et de livraison. Et au fond, il faut livraison, le télétravail, pour moi c'est de la livraison, mais Amazon c'est 21 millions de comptes, on pourrait prendre la pizza aussi, enfin je veux dire, on est sur un mode local livraison. Et la question c'est comment ce couple on permet aux autres groupes sociaux d'y accéder. Alors, le monde ouvrier et le monde paysan sont en fait souvent déjà relativement locaux, parce que les usines étant plutôt en dehors des villes, beaucoup d'ouvriers habitent autour de leurs usines, les paysans n'en parlons pas. Et comment on fait pour que les gens du care et du service accèdent à cette proximité locale livraison? Eux, ils ne peuvent pas déplacer leur travail, mais on peut déplacer leur maison. Et donc, effectivement, on peut leur donner priorité dans le logement social pour qu'ils aient au fond la même proximité. C'est-à-dire, j'habite à un endroit où je sais ce que font les gens. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, la question, c'est pas forcément d'avoir 2 lieux, en fait. D'avoir le lieu de l'entreprise, et moi, je suis très, très proche des lieux, des tiers-lieux, ça m'intéresse énormément. Il y en a 2500 en France, alors ça peut être du coworking, du tiers-lieu, etc. Mais au fond, on a un deuxième collectif de travail avec des gens sans rapport hiérarchique qui sont pas dans la même entreprise, mais qui, au fond, sont des voisins d'habitat. Et qui donc se connaissent parce qu'ils se voient au collège, au marché, à la mosquée, à l'église, au club de sport, et qui d'un coup se retrouvent à travailler à côté et faire quand même une communauté, mais pas une communauté de la même entreprise. Mais donc ils discutent, et ça peut être très très enrichissant intellectuellement, parce qu'on sait que l'innovation, comme on dit, elle a plus lieu à la machine à café, que, pour être caricatural, que quand on travaille sur son poste fixe. Et il y a tout ça qui est en train de se mettre en place et qui va changer, mais dans certaines parties du territoire, à patrimonial, accédant en train, et à moins d'1 heure des grandes métropoles, évidemment de Lyon, bien sûr, puisque c'est votre sujet. Et tout ça est en train de bouger, mais vite. Hein. Je dirais, l'année dernière, on a vendu 800 000 maisons avec jardin, qu'on estime être des résidences deuxième, secondaire ou première, on ne sait pas très bien dans quel sens ça va s'organiser. Donc on est sur des phénomènes importants et rapides. Merci. Vous l'avez dit donc, 2,5 millions de Français auraient déménagé l'année dernière, 2,5 millions auraient démissionné. On est face à un mouvement en cours, mais Antonin, est-ce qu'on arrive à mesurer, est-ce qu'on a une idée du nombre finalement d'emplois qui sont télétravaillables et qu'est-ce que ça impacterait sur le territoire français ? Oui, absolument. Alors, si on peut remettre les slides, s'il vous plaît. Voilà, on va voir une très jolie carte de France. Donc, en fait, assez tôt, en fait, dès 2020, vous avez plusieurs économistes qui ont essayé de calculer le potentiel maximum de télétravail en fonction de la structure de l'emploi, de la structure sectorielle et du fait que les grandes entreprises peuvent peut-être plus facilement télétravailler que les petites entreprises. Donc en mélangeant tout ça, on arrive à un chiffre qui est, suivant les pays, en gros entre 30 et 40%, jusqu'à 50% même aux États-Unis, je crois. Donc c'est assez intéressant parce que d'une part, ça veut dire qu'il y a quand même une grosse majorité de l'emploi qui n'est pas télétravaillable et qui est un emploi qui est typiquement, enfin les emplois télétravaillables sont beaucoup des emplois de cadres qui sont situés dans les villes. Et donc tout le raisonnement qu'on fait sur les déménagements, sur l'avenir de l'urbanisation, évidemment, ça concerne que 30-40% maximum de l'emploi. Donc vous avez quand même beaucoup de gens qui, eux, restent finalement coincés près de leur lieu de travail, comme avant, enfin, pas trop concernés par le télétravail. Et donc avec des collègues, on a calculé pour chaque département, en mélangeant tout un tas d'indicateurs, y compris la qualité de la connexion Internet, enfin, les temps de trajet, tout un tas de choses pour avoir une mesure du télétravail par département, et ce qui donne la carte de France que vous voyez ici. Donc bon, c'est pas très très surprenant, vous retrouvez en fait les zones les plus densément peuplées qui sont plus télétravaillables. Mais vous voyez qu'il y a quand même une grosse partie du territoire, enfin vous avez beaucoup de différences déjà dans le territoire, et une grosse partie du territoire qui est beaucoup moins concernée par le télétravail.
Donc ça, évidemment, c'est un potentiel de télétravail, hein, donc c'est pas forcément la réalité, mais c'est jusqu'où on pourrait aller. Et il est assez vraisemblable, et bon, je reviens un petit peu sur ce qui a été dit, enfin, compte tenu des enquêtes qu'on peut voir, il est assez vraisemblable qu'on n'aille pas jusqu'à 30-40% des emplois en télétravail, mais de toute façon, peut-être 30% des employés qui vont télétravailler un petit peu. En tout cas, quand on leur demande, c'est vraiment quelque chose qui plébiscite, encore une fois, dans tous les pays où les gens ont été interrogés, et en particulier, enfin, ce qui plébiscite le plus, c'est d'éviter les longs temps de trajet. Donc, mais globalement, les employés ne veulent pas, pour la plupart, télétravailler 100% du temps. Et je pense que les employeurs non plus, en tout cas, c'est ce qui a été dit. Donc, de toute façon, si vous voulez, on ne va pas, à mon avis, connaître un mouvement massif d'exode des télétravailleurs, y compris à l'étranger, y compris une situation dans laquelle on arrêterait d'engager des employés en France pour prendre des employés en Europe de l'Est ou je ne sais pas où, en les faisant télétravailler à 100%, parce qu'il est probablement souhaitable, de toute façon, les employeurs vont souhaiter une partie du temps de présence sur site. Et ce qu'on peut mesurer d'un point de vue concret pour les entreprises, c'est que l'effet sur la productivité, dont je pense qu'on va reparler tout à l'heure, de toute façon, il est maximisé sur un temps de travail en télétravail qui va être de 1 ou 2 jours par semaine, et pas du tout de 100% du temps en télétravail, notamment en raison de ce qui a été évoqué, c'est que vous avez quand même un grand nombre des idées qui viennent du fait de pouvoir échanger physiquement avec des personnes de différentes cultures et de différents métiers. Et c'est ça qui crée les nouvelles idées, c'est ça qui crée une culture d'entreprise qui est importante pour la productivité. Antonin, je rebondis sur quelque chose que vous avez dit en disant ça n'aurait pas, je sais pas, j'amplifie votre propos, hein, mais non, les entreprises ne vont pas délocaliser des emplois massivement, mais j'ai envie de vous dire, mais pourquoi en fait il serait bête de ne pas le faire? Si on se rend compte qu'un emploi est délocalisable et qui peut être effectué en Europe de l'Est ou en Asie, pourquoi ne pas faire comme on l'a fait pour les supports informatiques? Qu'est-ce qui nous protège ou qu'est-ce qui protège le marché de l'emploi en France d'une telle dérive ou délocalisation d'emplois? On disait qu'on a pris l'exemple des comptables qui semblaient être entre guillemets protégés parce qu'ils ne pouvaient pas effectuer leurs tâches à la maison. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous ferait, vous, DRH, maintenir ces emplois en France? Alors, je pense que j'aimerais bien connaître plutôt la réponse de... Ouais. J'interpelle les deux DRH. Pourquoi payer plus? Alors, moi, je vais commencer. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Le collectif de DRH considère que le full télétravail, c'est non, que c'est vraiment pas une bonne idée parce que ça casse le lien collectif, ça casse l'engagement. En tout cas, nous, c'est ce qu'on constate. Donc, ce qu'on dit en entreprise, et c'est ce qu'on voit sur le terrain, les accords de télétravail qui ont été signés, et il y en a eu un peu plus de 4000 depuis début janvier 2020, portent sur une proposition de télétravail, un accord dans l'entreprise autour de 1 à 2 jours en moyenne. C'est plutôt ce qu'on voit. Après, évidemment, il y a toujours des extrêmes. Mais en tout cas, le travail aujourd'hui, c'est plutôt ça. Donc aujourd'hui, ces questions... En tout cas, sur le terrain, nous, en tant que RH, l'emploi, on le propose en France et on veut conserver ce collectif et on considère qu'il faut en effet se voir pour construire ensemble pour le business de la structure. Oui, pardon d'insister, mais il y a quand même des entreprises qui ont transféré des unités entières et qui continuent à construire et à se développer, à croître, et voilà. Et est-ce que, à part... pourquoi ne pas franchir le pas? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher, quoi, Je n'ai pas envie de faire délocaliser des millions d'emplois ailleurs, mais qu'est-ce qui pourrait empêcher ce mouvement? Parce qu'on l'a vu par le passé, ça s'est produit pour d'autres raisons, certes, mais là, on constate que d'autres métiers peuvent, si on peut télétravailler, pourquoi ne pas le faire ailleurs, dans d'autres pays? Je rejoins ce que disait Audrey, et je le crois en tout cas, je le dis pour moi-même et pour le groupe La Poste, il n'y a pas de volonté. Pour autant, on peut se poser la question. Enfin, moi, je considère qu'il faut se poser la question.
c'est aussi une des raisons pour lesquelles, moi, d'autres DRH ont tous eu cette pensée et se sont dit, au fond, voilà, nous, on a plutôt envie de quelque chose d'équilibré, de mesurer 1-2 jours de télétravail. Alors même que parfois, certaines organisations syndicales demandaient beaucoup plus. Et que des entreprises ont résisté en disant non, voilà, 1, 2, 3 max dans certaines situations, et pour certaines situations peut-être de personnes voilà, handicapées, etc., où on peut faire un peu plus. Mais pourquoi on a résisté à ça? Parce que derrière la question, elle peut quand même se poser. Parce qu'en vérité, bien sûr, il y a des emplois plus facilement télétravaillables que d'autres. Mais si on regarde les tâches qui sont accomplies sur un job, il y a une partie qui ne peut pas être exercée en télétravail, c'est donc toute la conduite de projet, ce que tu évoquais, le travail en collectif, la partie où on réfléchit, on cherche des solutions, etc., où là il y a un besoin physique. L'homme est un animal social, donc on a besoin de se voir pour produire des idées, pour réfléchir, pour mettre en place des solutions. En revanche, la partie des activités, on va dire de compte-rendu qu'on peut faire tout seul, celle-là, elle est télétravaillable, mais dans quelle mesure, je pose volontairement et je pousse cette question, qu'est-ce qui ferait que demain, un employeur qui serait contraint pour des raisons de marge, de coût, qu'est-ce qui ferait qu'on ne pourrait pas délocaliser cette partie-là de tâches ? Ou voire l'automatiser, je ne sais pas. Mais en tout cas, la question se pose. Donc, au-delà d'une conscience sociale que je pense exister chez les DRH, parce qu'on n'a pas envie de ça, parce que nous aussi, on est sur le territoire et qu'on a envie de continuer à travailler en France et à animer l'ensemble des corps sociaux, mais au-delà de ces questions sociales, sociétales, d'éthique, de responsabilité, qu'est-ce qui ferait que, finalement, on ne se poserait pas la question de se dire, si au fond, un job peut être télétravaillable à 100%, qu'est-ce qui ferait que, pour des questions de coût, une entreprise n'irait pas chercher, finalement, du personnel moins cher ou de la sous-traitance ou que sais-je. En tout cas, aujourd'hui, je crois qu'on n'en est pas là, mais je pense que ça fait partie des réflexions et de ce qui se passera ou pas, je ne sais pas, mais dans les 3, 4, 5 ans qui vont venir. Et ce sera intéressant de suivre ça. Peut-être pour compléter le dispositif, en fait, et on pourra peut-être rebondir sur le titre de l'ensemble de ces journées de l'économie, c'est peut-être aussi une opportunité pour l'emploi. Parce que quelque part, c'est aussi l'idée de compétence. Et en tout cas, dans le groupe Orange, nous, on se dit que le télétravail devient une opportunité pour aller chercher des compétences des personnes qui ne sont peut-être pas du tout aujourd'hui sur le bon site de l'entreprise, mais que du coup, par ce biais du télétravail, peuvent rejoindre de façon régulière le collectif et du coup vivre ailleurs. Et ça vient sur ce qu'on disait toujours sur l'impact des villes, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on va être dans un sorte de brassage de plus en plus important entre où habite la personne, où travaille la personne, avec des va-et-vient. Et je trouve que toute la data qu'on commence à collecter, effectivement, en fonction des localisations des personnes, est très intéressante quand vous les regardez au global. Nous, au sein d'Orange, on a regardé nos salariés, comment, avec leur connexion de PC, en fait, finalement, les mouvements qu'ils pouvaient faire au sein de l'entreprise. Et effectivement, on est dans une société en mouvement permanent. Et du coup, ça crée des opportunités pour aller chercher des compétences, des talents sur certains domaines. Et ça, il faut essayer de le retravailler. Alors du coup, effectivement, ça va être la porte ouverte à d'autres schémas de pensée qu'on ignore encore, qu'on n'a pas encore complètement creusé. Et en tout cas, par exemple, chez Orange, on travaille en fait une analyse de l'emploi avec l'immobilier, ensemble, par bassin de vie, aujourd'hui, sur le territoire géographique. Donc, on a découpé la France en plus de 180 bassins de vie, où on a des salariés, et on analyse, en fait, ces deux variables, l'emploi, les métiers qu'il y a sur cette zone. Et là, de plus en plus, on va rentrer sur la donnée de l'habitation, en fait, de la personne, en se disant que tout ne va pas forcément correspondre. Et ça va créer, effectivement, des mouvements, des déménagements, qu'il faudra peut-être
voilà, travailler plus fortement par rapport à comment l'entreprise s'en sert positivement. Mais c'est un vrai enjeu collectif, managérial de nouveau. Hein, je pense que quelque part, il y a un prisme de lecture qu'il faut qu'on arrive à pousser plus fortement. Comment on en fait de vraies opportunités pour nos entreprises. Jean Viard, quand nous avons échangé, vous m'avez surpris, parce que vous, quand on parlait des jobs qui permettaient le télétravail, vous m'avez dit, mais même dans les supermarchés, certains salariés pourraient télétravailler au moins un jour par semaine. Donc vous êtes dans un schéma et dans une vision, on va dire, plus, pas radicale, mais plus, allez, méridionale. Vous dites, je me souviens plus du chiffre, mais vous avez dit, les chiffres sont plus élevés que ceux d'Antonin. Vous êtes sociologue, il est économiste, mais voilà, vous, votre vision, c'est qu'on peut aller au-delà. Regardez ce qui s'est passé. Là, on ne parle pas de l'éducation nationale, par exemple. Il y a 1 million d'enseignants qui sont passés en télétravail. Pour l'instant, ils sont retournés dans leur classe. Combien pourraient, au fond, télétravailler un jour par semaine? Quand ils n'ont qu'une heure de cours, vous croyez que ça vaut le coup qu'ils se déplacent? Quand, par exemple, on a un prof de chinois qui est à Bastia, il a 8 ou 10 élèves qui apprennent le chinois à Bastia. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des élèves, je ne sais pas, dans le Massif central ou dans les Pyrénées, qui pourraient être branchés sur ce cours pour apprendre le chinois? Et quand on a des problèmes de salles dans les écoles, plutôt que de grandir l'école, peut-être qu'on pourrait dire, bon, 10% des cours sont en télétravail, on va récupérer des mètres carrés. Je prends des exemples de désorganisations auxquelles on n'a pas spontanément pensé. Bon. Le type qui, dans un supermarché, gère des rayonnages, c'est oui, un jour par semaine, il vérifie ses stocks, il repasse des commandes, etc. Donc, on veut dire, le nombre de gens qui ont des ordinateurs et qui travaillent dessus est considérable. Alors, vous voyez, quand on se met à penser comme ça, en disant effectivement comment est-ce qu'on peut donner un avantage temps, la question des réunions, par exemple. Les réunions d'entreprise, est-ce qu'elles sont plus productives quand elles sont en face à face ou quand elles sont en distanciel? Je pense que souvent, passer de l'un à l'autre est intéressant. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais se voir, mais ce n'est pas les mêmes. Dans une réunion télé qui est par numérique, je dirais que ce n'est pas les mêmes qu'on voit. C'est ceux qui ont des choses à dire. Alors que dans une réunion de groupe, vous savez, il y a toujours des gens qui ont l'air de reprendre ce qui vient d'être dit, etc. On a l'impression que c'est eux qui ont les idées. Donc, chacun n'a pas les mêmes savoir-faire en matière de culture de réunion, par exemple. Donc, vous voyez, toutes ces questions-là, elles sont devant nous. C'est pour ça que je crois qu'il faut être prudent, parce qu'il peut y avoir des délocalisations, mais en même temps, il risque d'y avoir des relocalisations, par exemple, dans les secteurs industriels. Donc, ça peut exister. Et puis, on peut se dire, est-ce que c'est positif, le télétravail? Pour ça, je prends l'exemple de l'école. Alors, pas les maternelles, évidemment, mais l'université, par exemple. Quand il y a un excellent enseignant qui fait un très bon cours sur un sujet, que c'est vraiment... Pourquoi est-ce que tous les étudiants, mettons, de sociologie ou n'y ont pas accès? Vous voyez, l'échelle peut être complètement différente. Donc, je crois qu'il faut être extrêmement ouvert. C'est un lien entre les hommes. Moi, je dis souvent, si vous voulez, avant, le lien entre les hommes, c'était l'essence depuis la guerre. Vous vouliez voir quelqu'un, vous dépensiez de l'essence, vous, ou le bus, ou le train, ou l'avion, etc. Et avant la guerre, c'est pas comme ça, il n'y avait pas de voiture. Voilà, les gens comme nous n'avaient pas de voiture. Maintenant, c'est le numérique, le premier lien. Et il faut laisser ce lien entrer dans nos systèmes de production, dans nos modes de relation, dans nos rapports intrafamiliaux, et se demander comment tout ça va bouger. Je crois qu'on est vraiment au début d'un processus. Mais je trouve que l'école, c'est un très bon lieu de réflexion, parce qu'on se dit, qu'est-ce que tous ces enseignants ont appris? Je vous rappelle quand même qu'ils travaillent sur des ordinateurs qui se sont payés eux-mêmes. Hein. C'est quand même un des rares métiers où on ne vous fournit pas votre outil de travail. Je ferme ma parenthèse. Mais voilà, donc si vous prenez l'école, vous voyez, comme modèle de réflexion, et je pense qu'il y a plein d'endroits où on va innover dans les années qui viennent, et effectivement parce que ça crée de la dynamique, ça crée de la créativité, ça questionne des choses qui nous semblaient des certitudes, et posons-nous une dernière question, c'est celle du public. Parce que le privé va certainement aller beaucoup plus vite. Mais moi, je suis allé tourner dans quelques conseils généraux. Je vous assure que l'idée du télétravail, le présentiel reste structurant, même dans les services de gestion. Donc là encore, est-ce qu'il ne va pas y avoir un écart privé-public? Je rebondis sur votre petit point sur l'ordinateur des enseignants pour parler finalement coûts et gains liés au télétravail. Est-ce que ça vous fait économiser tout ça finalement, et en pleine crise, ça vous est bien utile, ou il y a des coûts cachés qu'on ne verrait pas? Commençons toujours par ma gauche. J'y vais. Je prends l'exemple de mon entreprise où on a interrogé les salariés, oui, c'était à peu près vers la fin, oui, par rapport à la reprise sur site, en disant finalement le télétravail, est-ce que ça vous fait économiser? Et une grande majorité ont dit oui, ça nous fait économiser, parce que moins d'essence, voilà, si on regarde ça.
Donc ça, c'est l'aspect salarié. Du côté entreprise, l'impact, il est sur les locaux, les lieux de travail. Donc clairement, oui, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ferme et du coup qu'on peut récupérer un peu de cash. Donc oui, ça a un impact. Maintenant, moi, je voudrais quand même porter un point d'attention sur l'aspect santé. Parce que oui, globalement, ça peut engendrer un certain nombre d'économies. Maintenant, attention à la santé de nos salariés également. Je reprendrai parce qu'on a vu un autre phénomène qu'on n'a pas évoqué encore. Ce sont les salariés qui travaillaient sur l'Île-de-France et qui, sans informer leur entreprise, ont déménagé. Ça, c'est vrai, hein, c'est pas un mythe. Alors, non, c'est pas un mythe. On a justement enquêté au sein de la NDRH sur cela. Quand on a posé la question il y a quelques mois, 30%, et franchement, on s'attendait pas à ça, 30% des DRH avaient été confrontés au fait que des salariés avaient déjà déménagé. C'était pas des projets, ils avaient déjà déménagé. Donc, ils viennent voir le DRH en disant, ben voilà, je viens de vendre ma maison, j'ai acheté dans le sud, alors qu'on est en Île-de-France. Donc maintenant, comment on fait? Donc non, c'est pas du tout un mythe. D'ailleurs, on en a parlé ensemble. Donc ça, c'est vraiment compliqué parce que en entreprise, nous, notre job, c'est quand même de réguler le collectif, alors que pendant le confinement, on s'est beaucoup intéressé parce qu'il y avait des problématiques à l'individuel. On est rentré dans la vie de tout le monde pour travailler, échanger sur le travail, mais aussi sur la santé, sur la sécurité, sur l'alimentation, sur les pauses, sur le sommeil, sur le sport, etc. Donc là, on remet le curseur du côté du collectif. Donc notre job, c'est d'assurer le collectif avec des salariés qui sont partis. Alors après, il y en a d'autres qui carrément démissionnent, sortent du... Mais bon, cela, on peut en parler plus tard. Mais ceux qui leur sont partis au-delà de, on va dire, le côté discourtois de la chose, voilà. Ça crée des frais supplémentaires pour vous? Et juste le coût... Mon point, c'est l'attention sur la santé, parce que puisqu'on assure le collectif, on doit respecter les accords qui existent dans nos entreprises. Et si je prends l'exemple, puisqu'en moyenne... les entreprises font 2 jours de télétravail possible, ça veut dire qu'on doit être sur site 3 jours, avec des salariés qui sont dans le sud de la France. Donc l'entreprise exige que le salarié revienne 3 jours sur site. Et le point d'attention, il est de dire, déjà, il y a un coût parce que en France, avec la législation d'aujourd'hui, on doit... Si le salarié nous dit tu vas me payer mon aller-retour, on doit le faire sur de l'abonnement. Donc ça veut dire qu'on doit prendre en charge 50% de l'abonnement SNCF, puis RATP par exemple. Donc en termes de coûts, nous on n'a pas prévu ça dans nos budgets. Et après, nous on est inquiet, fonction RH, sur la santé de la personne qui va venir qui va se prendre le train pendant 3 jours et voilà, donc qui va se lever plus tôt, qui va rentrer plus tard et donc on est inquiet sur l'aspect santé et on a mis des alertes là-dessus. Donc oui, coût, mais pas que financier en fait, et avec des risques de notre point de vue importants. Vous, chez Orange, finalement, vous avez conservé le même nombre de mètres carrés ou où vous en êtes? Parce que bon, si vous avez beaucoup de salariés, pareil, à la Poste, si vous avez beaucoup de salariés qui commencent à télétravailler, qui signent des avenants, pourquoi garder tous ces beaux bureaux, même s'ils sont tout neufs, tout flamboyants? Alors en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, d'une façon générale, on a une réadaptation complète de notre immobilier, par rapport aussi au nombre de salariés qui est en diminution, clairement. Toutefois, quelque part, aujourd'hui, c'est plutôt un autre usage des mètres carrés. Et on va dire que sur les sites principaux, et notamment les grands campus qu'on a pu créer, où les gens vont venir 2 à 3 jours par semaine, on sent qu'il y a effectivement une problématique de densification qui peut être faite, que quelque part il y a plus de personnes finalement qui viennent sur ce site et on a des aménagements en conséquence où finalement il y a de moins en moins de positions nominatives et donc plus de partage. Toutefois, l'usage n'est pas régulier parce qu'aujourd'hui il y a un phénomène sociétal sur lequel on ne pourra pas du tout lutter, je dirais, dans les entreprises, c'est finalement la répartition dans la semaine.
quels sont les fameux jours où les gens viennent sur les sites. On voit clairement qu'il y a des jours plus prisés que d'autres. Il y a clairement moins de gens le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc on a des pics les mardis et les jeudis. Et quelque part, l'immobilier doit être dimensionné par rapport à ces pics, puisque quelque part, vous ne pourrez pas lutter contre ce système-là. Même, on a commencé à réfléchir, une organisation du travail serait trop compliquée à gérer pour vraiment, je dirais, aplanir ces pics. Mais de nouveau, donc c'est un autre usage des mètres carrés. Et donc, du coup, c'est de se dire, il y a les mètres carrés des sites principaux, où là, on va chercher à densifier par un système d'aménagement. Et puis après, il y a tous ces mètres carrés dits de proximité. Et on travaille justement à travers nos opérations de se dire, regardons plus précisément où habitent nos salariés et le mouvement de ces salariés. Historiquement, on regardait plus d'un site à l'autre où est-ce qu'ils travaillaient, les mouvements entre les différents sites. Que là, maintenant, on veut vraiment plonger par rapport à leur adresse personnelle et regarder finalement, est-ce qu'on doit leur apporter des espaces de proximité en plus de leur site où ils sont, je dirais, sur leur site principal où il y a leur équipe. Puisqu'on se dit que finalement, par ces sites de proximité, il peut y avoir des opportunités pour créer des collectifs de télétravailleurs. Et du coup, ça peut être aussi des mètres carrés qui coûtent moins cher, potentiellement, pour l'entreprise, et qui ont un gain aussi globalement sur la fameuse santé des personnes, puisqu'on voit bien que tout ce dispositif va créer des nouveaux risques. Enfin voilà, tous les RPS qu'on peut imaginer et qu'on avait en ligne de mire jusqu'à aujourd'hui, on voit que ce nouveau mode de travail peut générer d'autres choses. Du coup, ça, il faut qu'on analyse au fur et à mesure. Je vous interromps parce qu'il y a Jean Viard qui va bientôt devoir nous quitter. Je lui adresse une question avant son départ. Vous êtes un grand promoteur des tiers-lieux, vous suivez de près ces mouvements. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être, est-ce que vous pouvez nous partager avec nous quelque chose que vous avez vu et qui vous semble intelligent, qu'il faudrait copier? Il y a des tas de tiers-lieux différents. Il y a des tiers-lieux dans les lieux marginaux des villes, il y a des endroits, ça peut être des locaux de la SNCF. Moi, je m'intéresse à un tiers-lieu en Bretagne que je suis depuis la création, qui est portée par une centaine d'habitants à Pont-l'Abbé, qui ont créé un tiers-lieu en reprenant un hôtel de centre-ville qui marchait plus très bien et qui est en train de très bien démarrer. Mais il y a des tas de modèles. L'intérêt, c'est de télescoper travail et monde artistique. Au fond, le tiers-lieu, c'est la maison du peuple numérique, pour le dire comme ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des gens qui viennent travailler et manger. C'est-à-dire le fait qu'ils mangent souvent qui équilibre économiquement l'opération. Il y a des artistes qui viennent. Il peut y avoir des petites start-up. Il peut y avoir quelqu'un qui fait tous les problèmes, ce qu'on appelle les maisons des services publics, là, qui permet aux gens de faire les impôts, etc. L'idée, c'est de faire une maison numérique dans la ville, en fait. Moi, je crois que c'est un peu ça. C'est un peu la maison du peuple numérique. Moi, c'est ça, je crois. Et avec une chose, je ne suis pas sûr qu'il faut les faire par entreprise. Enfin, chacun fait comme il veut. J'en avais discuté avec la direction d'Engie, justement, où ils avaient cette idée. Est-ce qu'on fait une analyse de nos salariés où ils sont et on essaye de financer des coworking ou des tiers-lieux en fonction de la densité de nos salariés? Et moi, je leur disais, attention, l'intérêt de ces endroits, c'est qu'ils rencontrent des gens qui travaillent dans d'autres entreprises, des petites ou des grandes, des entreprises publiques, des entreprises privées, etc. Il y a ce mélange des compétences qui est des savoir-vivre qui me semble un enjeu extrêmement important. J'aurais tendance à dire, ne dédoublons pas les entreprises, aidons financièrement. Vous voyez, Engie, je leur ai dit, non, si vous avez de l'argent à mettre, puisqu'ils récupèrent en locaux dans les villes, financez des tiers-lieux, mais pas des tiers-lieux Engie. Contribuez au développement du mouvement des tiers-lieux, soyez des actionnaires, ça me semble très utile. Voilà, je crois qu'il faut aller vers ça. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je crois qu'on va vers une société du local et de la livraison. Mais la livraison, ça ne veut pas dire qu'on ne sort plus de chez soi, que ça soit la livraison du travail, des objets, des amis, etc. Donc, si vous voulez, on va vers ça, et il faut se dire pour chacun comment ça peut être plus productif. Avec une dernière remarque, excusez-moi de devoir m'en aller, mais dans le télétravail, il y a deux autres avantages. Le salarié demande très peu d'heures supplémentaires, parce qu'en gros, on ne sait jamais à la minute près quand on travaille. Donc, il y a des endroits, on a vu que ça a fait diminuer les heures supplémentaires. Et puis, il y a un autre effet, c'est quand même que les quelques études qu'on a montrent que la productivité augmente. Alors, c'est des études qu'on a eues pendant la pandémie. Il y en a une qui disait, moi j'en ai vu qu'une de sérieuse, mais elle faisait une hypothèse de croissance de 20%. Mais je la cite en disant une, donc c'est pas forcément complètement valable. Mais ça aussi, ça joue. Si on augmente la productivité, si on diminue les loyers, et si effectivement il y a moins d'heures supplémentaires, et que le salarié gagne en qualité de vie, avec les remarques très justes
vous avez fait sur la santé, on est face à un bouleversement. Peut-être qu'on a trouvé, au fond, un moteur de faire croître la productivité dans nos sociétés grâce à ces systèmes de numérisation, au fond, du lien, et que ça serait passionnant, parce qu'un des gros problèmes qu'on avait pour augmenter les revenus, c'est qu'on n'arrivait plus à augmenter la productivité de manière significative. Peut-être qu'on a trouvé un ressort pour la hausse de la productivité et pour un réaménagement du territoire, avec des tas de prudence, mais si on avait ces deux éléments, ça serait deux éléments très intéressants. Merci. Merci à vous. Au revoir. On poursuit sur le sujet justement de la productivité. On entend différentes choses. A été évoqué un chiffre. On me souffle via la tablette que Daniel Cohen, lui, a avancé le chiffre, le PIB américain qui a progressé de 5 points grâce au télétravail ces derniers mois. Est-ce qu'on a des chiffres pour la France et finalement, comment on mesure ça, quoi, au fond? Parce que là, on a parlé du gain parce qu'il n'y a plus d'heures supplémentaires, mais... Oui, bah alors juste avant de répondre à la question, je pense, pour expliquer pourquoi c'est une question, à mon avis, très importante, c'est que, comme vous avez posé la question sous la forme du coût pour les entreprises, je pense que beaucoup d'entreprises qui voient le télétravail comme un coût parce qu'il faut équiper les employés, il faut effectivement rembourser les titres de transport. Mais en fait, pour que le télétravail se passe bien, je pense qu'il faut réussir à convaincre les entreprises que, en fait, elles peuvent en tirer plus de bénéfices que le coût, dans la mesure où, de toute façon, les employés, très majoritairement, ils voient le bénéfice et donc n'ont pas de problème avec le télétravail en général. Donc la raison, évidemment, le coût numéro 1 qui peut être supprimé ou diminué, c'est l'immobilier, ça a été dit, et c'est assez vrai, même si en fait c'est compliqué, parce que pour réussir à vendre des bureaux, il faut organiser le télétravail, donc il faut effectivement que tout le monde ne prenne pas le même jour de télétravail le vendredi, donc ça peut être fait un peu aussi de manière contrainte, et donc assez difficilement. Mais surtout, l'avantage que les entreprises peuvent en retirer, c'est un gain de productivité potentiellement assez important. Donc, d'où il peut venir ce gain de productivité? Alors, soit évidemment par une augmentation du temps de travail. Donc, c'est pas exactement un gain de productivité, mais en fait, les gens vont travailler un petit peu plus. Et c'est d'ailleurs ça l'effet principal qui a été mesuré aux États-Unis, parce que au lieu de faire 1 heure de transport, en fait, ils vont peut-être commencer à travailler un peu plus tôt et finir un petit peu plus tard. Donc, prendre un peu de temps de travail sur ce qui était avant du temps de transport. Donc ça, évidemment, ça fait un petit peu plus de production. Vous avez un effet, alors qui n'est pas au niveau de l'entreprise, mais qui est plutôt au niveau d'un pays, qui peut être assez important potentiellement, c'est d'augmenter la participation sur le marché du travail. En France, il y a récemment une étude qui a montré qu'une partie significative de la différence de salaire entre les hommes et les femmes venait des réticences des femmes supérieures au temps de trajet long, notamment souvent à cause des enfants ou à cause de contraintes familiales, ou parce qu'elles ont suivi leur conjoint peut-être qui a fait une mobilité professionnelle. Et donc en fait le télétravail, ça peut aussi être un moyen d'augmenter la participation sur le marché du travail de personnes qui étaient sorties du marché du travail ou qui étaient à temps partiel ou qui travaillaient assez peu. Ça aussi évidemment, ça peut augmenter assez largement le PIB. Et enfin le troisième élément, c'est que, et ça c'est quelque chose qui est un peu une conséquence du télétravail, c'est que vous avez un investissement des entreprises assez massif dans un équipement numérique, donc des nouveaux ordinateurs, des nouvelles méthodes pour communiquer à distance, des nouvelles méthodes pour organiser le travail. Et donc en fait, tous ces investissements qui ont été faits de manière un peu contrainte pendant le confinement, ils vont avoir des impacts positifs, surtout pour les entreprises, qui en France, les petites entreprises et les PME qui avaient plutôt du retard par rapport à d'autres pays européens sur l'équipement numérique. Donc tout ça mis bout à bout, au niveau du pays, ça peut faire un impact qui est malheureusement très difficile à mesurer. Alors je sais qu'aux États-Unis, vous avez une étude de Nick Bloom notamment qui parle de 5%, 6% de PIB le PIB pourrait augmenter de 5 à 6% grâce au télétravail. Nous, ça vous laisse sceptique? Non, c'est des estimations après qui sont assez théoriques de toute façon. Eux, en fait, ils estiment que 20% du temps de travail va être fait en télétravail et que les télétravailleurs sont un peu plus productifs, ce qui va conduire à 5% de productivité en plus. Nous, avec la Banque de France, avec Gilles Berset, donc, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, on a fait une enquête où on a demandé en 2019 aux entreprises si elles télétravaillaient, combien elles faisaient de télétravail, et puis également en 2020, d'ailleurs, en septembre 2020. Mais en fait, en 2019, ce qu'on observe, c'est que les entreprises qui faisaient du télétravail étaient à peu près, je crois, 6% plus productives que les autres.
Alors pour plein de raisons que j'ai dit tout à l'heure, aussi peut-être parce qu'elles ont un meilleur management, c'est pour ça qu'elles étaient déjà en train de faire du télétravail avant. Donc si on extrapole un peu tout ça, nous on estime qu'on pourrait arriver effectivement à quelque chose entre 5 et 10% d'augmentation du PIB, même si là aussi c'est des estimations assez fragiles, donc à peu près du même ordre. À quel horizon ? À quel horizon À l'horizon qu'il faudra pour stabiliser, donc assez rapidement, enfin dès qu'on arrivera à 20%. C'est une jolie promesse. Donc passons à 100%. Non, je vais vous fâcher. Mais vous avez aussi étudié l'impact, en fait, les gains potentiels pour les entreprises sur la partie immobilière. Là, est-ce qu'on a des éléments chiffrés ou on est toujours plutôt sur des estimations, des tendances ? Alors oui, on a... Alors c'est assez compliqué d'y répondre dès maintenant, donc on a assez peu d'éléments pour, si ce n'est des éléments qualitatifs, des entreprises qui ont vendu une partie de... Quand vous avez des locaux assez modulaires, en fait, vous pouvez facilement vendre un étage, une partie. Bon, ça a probablement déjà eu lieu, mais c'est assez difficile d'observer ce genre de transactions. Et puis par ailleurs, il y a moins de transactions pendant les crises, donc en fait, c'est compliqué de faire la part des choses. Ce qu'on peut voir d'ores et déjà, c'est que si on regarde les nouveaux permis de construire, alors je ne sais pas si on peut remettre les slides. Parfait, merci. Hop, voilà, j'avance. Voilà, donc ce qu'on a regardé, c'est qu'on a regardé les nouveaux permis de construire et donc le nombre de mètres carrés de bureaux chaque mois qui devaient être construits. Et donc on a regardé ça tous les mois depuis, je ne sais plus, 2016. Ça nous a permis de construire un petit modèle prédictif, vous voyez, donc en bleu foncé, c'est les vraies données, et puis en bleu clair, c'est la prédiction. Et vous voyez qu'après la crise, il y a une divergence entre ce qui aurait dû être le nombre de nouveaux mètres carrés de bureaux et ce qu'on a observé. Donc évidemment, pendant le confinement, il y a eu très peu de construction. Et puis vous voyez qu'ensuite, on continue à être en dessous de ce qu'on prédisait être le nombre de mètres carrés de bureaux. Et en fait, si vous regardez cette différence, donc en gros la perte du nombre de mètres carrés suivant la crise, suivant le Covid, en fait, elle est positivement corrélée à l'indicateur de télétravail que j'ai évoqué tout à l'heure, qu'on voyait pour chaque département. Donc ici, chaque point, c'est un département. Et vous voyez que plus le département a une potentialité forte de télétravail, plus vous avez eu une différence de nouveaux mètres carrés de bureaux entre ce qui est prévu, ce qui aurait été prévu et ce qu'on a observé. Donc c'est un premier signal finalement qu'il y a déjà eu une baisse, en tout cas les promoteurs anticipent une baisse de l'utilisation des bureaux, donc ils construisent moins de bureaux dans les lieux où ils anticipent beaucoup de télétravail. Et en fait c'est assez important pour les entreprises pour 3 raisons, mais je vais aller très vite. Non, vous pouvez prendre le temps. Hein. Ok, bon, très longtemps alors. Non mais alors du coup, en fait l'immobilier d'entreprise c'est un sujet qui est assez... Qui commence à être beaucoup regardé par les économistes, mais qui n'était pas finalement tant regardé que ça. Et c'est un peu problématique, parce que l'immobilier, ça représente 8% pour l'entreprise médiane de sa valeur ajoutée. C'est le deuxième poste de dépense après les salaires. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans les données qu'on a. Et donc, et en plus, cette part des loyers, elle est d'autant plus importante que vous êtes dans une zone où il y a une potentialité de télétravail forte, donc dans les villes, dans la région parisienne, lyonnaise, etc. Donc en fait déjà vous avez là une baisse potentielle assez importante, et donc un gain directement potentiellement sur les marges des entreprises ou qui peut être réinvesti, enfin voilà, un gain direct. Vous avez aussi en fait un point assez particulier de l'immobilier d'entreprise, c'est que ça a tendance à bloquer un petit peu les entreprises. Donc quand vous avez acheté vos bureaux, vous allez être réticent évidemment si l'entreprise est en forte croissance et il va falloir déménager pour augmenter le nombre de mètres carrés. Le problème c'est que c'est quelque chose qui est assez coûteux, c'est quelque chose qui est assez compliqué à mettre en œuvre. Donc on observe que les entreprises parfois sont réticentes à embaucher simplement parce qu'elles n'ont plus de place. Donc évidemment c'est un problème en termes de réactivité d'une entreprise par rapport au cycle économique. On aurait envie que dès que vous avez un choc positif économique, les entreprises déménagent, augmentent leur taille de leur bureau et puis engagent du monde. Mais en pratique, on observe moins ça que ce qu'on devrait. Et puis un troisième point, qui est un petit peu plus théorique, mais que je ne sais pas encore si on l'observe, mais évidemment si les entreprises diminuent la part d'immobilier qu'elles possèdent, dans la mesure où l'immobilier est souvent utilisé comme une garantie bancaire pour s'endetter, essentiellement pour les jeunes entreprises, évidemment c'est potentiellement... Peut-être, ça pourrait créer des difficultés de financement pour ces entreprises, à moins que évidemment, le système bancaire s'adapte.
Voilà, donc c'était juste 3 points sur l'immobilier de bureau. Qui ne sont pas 3 petits points, hein, n'est-ce pas? À vous entendre. Alors, on souffle un autre sujet qu'on n'a pas trop évoqué, mais je ne sais pas si à vos niveaux, on vous interpelle. Peut-être, oui, chez Orange, c'est un sujet, c'est la cybercriminalité. On dit qu'avec le télétravail, le risque d'actes cyber malveillants augmenterait. C'est certainement vrai. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et en ça, peut-être que c'est un sujet d'attention ou de coûts supplémentaires pour vous? Ouais. Alors, je pense que quelque part aujourd'hui, effectivement, c'est un domaine en plein développement, hein, la cybercriminalité. Et aujourd'hui, Orange a clairement une filiale de cyberdéfense qui est en pleine ébullition et de croissance. Ce sont des métiers, effectivement, qui du coup, mais ça fait de nombreuses années, la sécurisation des systèmes d'information, on en a parlé tout à l'heure, a souvent été évoqué comme un frein au télétravail. Alors actuellement, on va dire, tous ces systèmes informatiques doivent s'adapter. Et c'est l'enjeu, c'est que quelque part, le travail devient nomade avec le cloud, tout ce que vous voulez. Enfin voilà, il y a aujourd'hui plein de solutions et plein de solutions qui sont sur le marché qui permettent de travailler à distance de partout. Et le numérique, de par son évolution, y a des risques et des opportunités. Et clairement, actuellement, on trouve des solutions sur ces risques. C'est tous les systèmes de protection pour permettre ce développement du numérique et le travail de partout. Du coup, ça devient une opportunité pour chacun d'y travailler. Et pour rebondir sur l'immobilier, ça va aussi nécessiter une adaptation de l'immobilier d'entreprise qui est en train de se réadapter. Certes, peut-être moins de création de bureaux dans certaines villes importantes, mais peut-être d'autres créations de petits bureaux ailleurs sur l'aménagement du territoire. C'est aussi en ce sens d'autres opportunités, voire même des opportunités d'évolution de l'immobilier personnel, puisqu'actuellement, les promoteurs réfléchissent à aménager les maisons, les appartements différemment avec des coins de télétravail. Alors des coins de télétravail, soit au sein d'un même appartement, soit en collectif dans un immeuble, en participatif. Et donc tout ça, effectivement, c'est des choses qui vont arriver progressivement sur le marché. Et du coup, ça va aussi peut-être demander à qu'on regarde la façon dont on mesure, je dirais, les différents coûts, les différents mètres carrés à disposition de l'entreprise et actuellement, que ce soit des plus petites entreprises ou des grands groupes comme Orange, bien sûr qu'on réfléchit aussi au-delà de nos locaux propres, de voir qu'est-ce qu'on peut mutualiser avec d'autres entreprises, qu'est-ce qu'on peut travailler à travers des espaces de tiers-lieux, coworking, pour prendre des mètres carrés qui sont du coup beaucoup plus flexibles. Et en fait, tout ça va montrer qu'on va devoir avoir une adaptation beaucoup plus forte et rapide. Et le télétravail nous y pousse aujourd'hui. Valérie Decaux, est-ce que, je rebondis sur le verbe pousser, est-ce que finalement cette crise, elle a levé en vous, en la DRH, plusieurs tabous, avant tout le tabou du télétravail, et est-ce que, en quoi votre job a changé? Est-ce que vous faites plus confiance à vos salariés qu'avant? Est-ce que les gens qui vous entourent finalement font plus confiance aux salariés? Voilà. Oui, c'est un vrai sujet parce que le télétravail, il ne peut fonctionner que sur la confiance, ou en tout cas encore plus. Moi, j'avais déjà la conviction que le travail en général ne fonctionne qu'à la confiance, mais en tout cas, pour certains managers plus classiques, plus traditionnels, et il n'y a pas de jugement de valeur, mais le fait de voir les gens, c'était quelque part rassurant. Alors qu'en vérité, quand vous voyez les gens à côté de vous, mais derrière un ordinateur, vous ne savez pas s'ils sont en train de réserver leurs vacances ou bien de travailler. Donc, en vérité, ces questions-là, elles ne se posaient déjà pas, mais on avait l'illusion du contrôle et donc du travail. Évidemment, le télétravail, il pose cette question-là, donc on l'a évoqué, mais c'est la question de la confiance. Derrière, c'est un vrai changement dans les modes de management. C'est du management par objectif, avec des points d'étape. Enfin, on voit bien que ça transforme quand même la relation. Et ça, chacun va l'apprendre. On l'a appris en période de crise, mais on voit que maintenant on est dans une durabilité de ces nouvelles modalités finalement de fonctionnement, et il va falloir l'instaurer dans la durée.
Donc moi j'ai assez confiance dans la capacité générale des personnes à s'adapter, à trouver finalement les meilleures équations. Il y en a pour qui c'est plus difficile. On a parlé des aspects de formation, c'est vraiment indispensable. En tout cas, c'est notre rôle d'insister, de mettre à disposition, parce que ça change des choses et que je trouve que c'est toujours intéressant pour un manager de s'intéresser, de se questionner sur son propre mode de management. Mais effectivement, je crois, moi, que la relation au travail, elle est en train de changer. Je rebondis sur ce que disait Jean Viard, que je remercie d'avoir dit qu'on était en train de devenir une société de livraison, puisque la Poste est le premier acteur. Non, mais quand même, hein, j'ai très envie de faire la publicité de mon entreprise. Premier acteur en France de livraison, hein, pas que du courrier, mais c'est Colissimo, c'est Chronopost, voilà, donc... livraison de repas pour les personnes âgées, donc je rejoins son analyse, mais ce qui me semblait intéressant, c'est qu'il mettait en avant le fait qu'on était passé à du local et donc à des communautés, hein, retrouver du lien communautaire voilà, dans une autre ville, avec d'autres personnes, etc. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'en tout cas, dans l'esprit des cadres dirigeants dans des entreprises, on va dire cadres voilà, historiques, avant, on avait la communauté de travail. D'ailleurs, nous-mêmes, on utilise hein, ce vocable, la communauté de travail. Et quand on regarde aujourd'hui, il n'y a plus, enfin, il y a toujours la communauté de travail, mais au sein de nombreuses communautés. On a tous, par les réseaux sociaux, notre vie parce qu'on défend quelques associations, donc on est actif sur une certaine communauté, puis j'ai ma communauté familiale, et puis j'ai ma communauté de mes collègues, et puis j'ai la communauté de mes voisins. Et on voit bien que de ce point de vue, le fait d'avoir, avec ces outils du numérique et le télétravail, des communautés, on peut être appartenant à plein de communautés, ça change le lien, puisqu'avant, on avait prioritairement la communauté de travail qui structurait, c'était ça d'abord, hein, si on se remet, c'est pas si vieux, 40, 50 ans en arrière, j'ai pas connu, même si je suis très vieille, mais où finalement c'était l'entreprise paternaliste qui nous amenait le travail, mais aussi les loisirs. Hein. On a connu les associations, alors je parle de la Poste, la SPTT, voilà, il y en a nombreux autres d'ailleurs qui étaient à l'époque en lien avec Orange. Donc on voit bien que ça c'est quelque chose de nouveau. C'est pas un changement, c'est pas une rupture, mais ça s'est fait avec les réseaux sociaux, avec le numérique, plus encore avec le télétravail. Et ça change la relation, je le crois profondément, de chacun au travail, et ça change la relation que le manager a à ses employés. Puisque avant c'était la communauté de travail, et maintenant l'employé au sens large, anglo-saxon, il est appartenant à plusieurs communautés. Donc, ça c'est différent. Donc on va apprendre, je pense, en marchant. Puis moi il y a aussi une question hein, que je me pose avec ce qui se passe et ce qui se passera. C'est finalement nous DRH juristes de formation ou de pratique, et la NDRH avait posé le sujet il y a quelque temps, c'est quel est aujourd'hui le sens du contrat de travail tel qu'il a été conçu au XXe siècle. Bon, on va tous à terme devenir indépendants, non peut-être ? Je ne sais pas quelles seront les modalités, là aussi, plus larges, plus ouvertes, de la relation, de la matérialisation de la relation de travail de demain. Mais en tout cas, moi, à chaque fois que j'ai été embauchée comme salariée, c'était bien sûr pour accomplir une mission avec une contrepartie de rémunération, mais c'était au temps et au lieu du travail. Et le au temps et au lieu du travail, il est très emblématique dans le contrat de travail.
vous travaillerez de telle heure à telle heure quand on est, voilà, où vous effectuerez tant d'heures si on est cadre au forfait, où vous travaillerez autant que possible si vous êtes cadre dirigeant, peu importe, mais on voit bien que ça, c'est en train de changer. Donc le contrat de travail du XXe siècle, probablement serait-il nécessaire de le faire évoluer. Probablement que la relation aujourd'hui des indépendants avec leurs fournisseurs, elle est en train, aujourd'hui il y a des réflexions autour de ça d'évoluer. Donc je crois vraiment qu'il y a un changement profond sur de nombreux aspects qui sont en train de s'opérer. La difficulté, c'est qu'on ne les connaît pas par avance, on perçoit, on sent, on s'interroge, mais donc c'est aussi notre capacité, celle des entreprises et des individus, à s'adapter un peu au fil de l'eau, ce qui n'est pas évident parce que ça crée aussi de l'incertitude, ça crée de l'anxiété, mais finalement, moi je pense que c'est plutôt porteur d'opportunités pourvu qu'on se dise qu'on peut y saisir, entreprise comme individu, des choses positives. Ce contrat de travail, on le négocie, on le discute avec les représentants des salariés, les syndicats, le syndicalisme. Beaucoup de questions me parviennent sur ce point en disant finalement, quelle place, comment, très exactement, comment concilier télétravail et syndicalisme. Alors je ne sais pas si vous les opposez naturellement, mais vous l'avez un petit peu évoqué, hein, vous avez dit qu'au travers de la crise, les choses se sont fluidifiées, peut-être les relations étaient moins conflictuelles, moins de posture peut-être. Est-ce que le télétravail devrait aussi permettre de sortir de nos caricatures très françaises dans nos relations? Alors, c'est ce qu'on a vécu. Clairement, c'est ce qu'on a vécu. La question, c'est comment on va essayer de poursuivre cela. Mais là, la question, c'est en effet sur le syndicalisme en France et en Europe aussi. Comment ça va évoluer? Et c'est vrai que ça change énormément de choses puisque les salariés sont plus tous sur site. Donc, ça veut dire que tout est à réinventer. Et je dirais que ça, c'est à réinventer, mais notre job de DRH, et c'est ça aussi qui est extraordinaire, c'est qu'on est là aujourd'hui dans une période de, tout à l'heure j'ai utilisé le mot de révolution, de changement profond dans le monde du travail. Donc c'est juste extraordinaire et très intéressant pour notre fonction qui, entre parenthèses, a, je pense, été vue aussi différemment pendant la crise. Au sortir de la crise, le rôle du DRH a été beaucoup plus visible. En interne, on a pu se rendre compte aussi peut-être de l'ensemble de la palette de notre métier que les salariés ne voyaient peut-être pas aussi, et dans le grand public, parce qu'on a pris beaucoup la parole sur l'évolution du monde du travail. Et ça a permis aussi de donner une autre vision de notre métier, dont je trouve que c'est intéressant. Donc la problématique syndicale, elle est réelle, et notre job de DRH est en pleine transfo, donc c'est top. Peut-être pour compléter, je pense qu'aujourd'hui, plus que le télétravail, c'est le numérique qui vient percuter l'ensemble de la façon dont on vit. Et y compris pour, je dirais, la partie syndicale, il y a une numérisation de la relation qu'ils ont aujourd'hui dans les entreprises et avec les salariés. Et ils utilisent d'ailleurs, pour certains d'entre eux, très habilement l'ensemble des nouveaux réseaux, l'ensemble des nouveaux dispositifs numériques qui permettent aussi d'avoir une relation qui passe par le digital et imaginer d'autres formes de liens avec les salariés par le digital, par des réseaux sociaux qui permettent de créer une relation nouvelle avec l'entreprise. Et donc ça fonctionne, hein, et on le voit, y compris nous au sein d'Orange, on a fait des forums sur justement travailler autrement, travailler demain différemment dans le mode plus hybride, en associant en fait nos partenaires sociaux, y compris sur un mode digital. Et voilà, ça porte ses fruits. Merci à tous les quatre pour cette belle table ronde. Merci à vous tous également. Je vous souhaite un bon appétit avant tout et